Merci de votre accueil. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui parce que je trouve que l'expérience des rencontres de Sophie est véritablement à la fois très originale intellectuellement et très riche socialement. Le projet de réflexion que je vous propose aujourd'hui a pour thème « Refaire l'égalité ». Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, peut-on dire, parce qu'il y a un hiatus croissant dans notre société entre le fait que la démocratie comme régime politique, si bien sûr elle est souvent discutée, contestée, on parle de crise de la représentation, mais les citoyens n'ont rien de passif. Les citoyens sont extrêmement actifs. On les voit se manifester dans les rues, on les voit ne plus se contenter d'être simplement ceux qui glissent solitairement leur bulletin de vote dans l'urne. Donc si la démocratie est discutée dans ses formes, si elle est contestée dans ceux qui en incarnent le principe, les citoyens, eux, sont particulièrement actifs. Mais en même temps que ces citoyens sont actifs, on peut dire que la démocratie, en tant que forme de société, cette démocratie se porte très mal. Tocqueville est le premier à avoir considéré que la démocratie n'était pas simplement un régime, que la démocratie n'était pas simplement un type d'activité civique, mais que la démocratie était aussi une forme de société. Et Tocqueville avait cette expression extraordinaire. Il dit « Ce qui menace la société démocratique, c'est quand elle devient rouillée ». Et il me semble qu'une société, justement, qui connaît un développement et un regain des inégalités peut être considérée comme une société en train de se rouiller. Je dis tout de suite une chose importante. C'est que la réflexion que l'on peut avoir sur cette question d'une société et des inégalités aujourd'hui ne concerne pas simplement, évidemment, l'espace européen ou l'espace des démocraties occidentales. Il est même extrêmement frappant de voir que ce qu'on peut appeler le mouvement de mondialisation de l'inégalité traduit un fait fondamental. C'est que les écarts économiques entre les pays sont en train de se réduire, alors que les écarts à l'intérieur de chacun des pays sont en train de s'accroître. C'est cela que l'on peut appeler la mondialisation de l'inégalité. Tous les spécialistes de l'économie disent qu'aux environs de 2040, la Chine aura un produit par habitant comparable aujourd'hui à ceux des pays européens. Mais en même temps, la Chine aura les inégalités aussi extrêmes que celles qui existent, par exemple, actuellement aux États-Unis. Et ce pays, justement, est intéressant parce qu'il cumule formidable développement économique et une réalité des inégalités très forte. Il ne serait même pas exagéré de parler de contre-révolution de l'inégalité aujourd'hui. Ce mouvement de contre-révolution de l'inégalité, on peut l'appréhender dans trois dimensions. L'accroissement des inégalités économiques ou sociales proprement dites, mais aussi, en second lieu, c'est très important, la crise du prélèvement fiscal et la baisse des taux de l'imposition progressive du revenu. Et en troisième lieu, c'est aussi une crise de légitimité de la redistribution. Le fait n'est pas simplement celui de l'accroissement des inégalités, il est celui d'une perte de légitimation des processus et des politiques de réduction des inégalités. Je ne vais pas, en introduction, développer longuement les données concernant la croissance des inégalités économiques. De nombreux travaux très connus les ont documentés. Le simple fait qui mérite tout de même d'être rappelé, c'est que la croissance des inégalités, en tout cas en Europe et aux États-Unis, est pour l'essentiel une croissance des inégalités qui est due au bond en avant extraordinaire des revenus du 1% de la population la mieux payée et la mieux rémunérée. La crise des inégalités, c'est en quelque sorte la sortie du monde commun d'un tout petit groupe de personnes. En même temps qu'à l'autre bout, eh bien, il y a symétriquement, le chiffre a souvent été donné, aujourd'hui en France, à peu près un salarié sur 5 qui est payé au voisinage du SMIC. Donc on a une sorte de tassement, je dirais, de la société vers le bas et une explosion vers le haut sans que les moyennes, si on prend par exemple les 10% des revenus les plus bas et les 10% les plus hauts en raisonnant en termes de déciles, là on ne verra pas sur 20 ans ou 30 ans de changements absolument notables. Mais si on prend effectivement les 10% les plus bas et les 0,5% ou les 0,1% les plus élevés, c'est là que l'explosion est la plus spectaculaire. Aux États-Unis, pour donner un chiffre de référence, ce sont aujourd'hui 20% des individus
qui possède 93% de tous les avoirs financiers, en excluant le patrimoine immobilier donc, patrimoine dont la valeur n'est d'ailleurs, quant à elle, fortement diminuée. Bien sûr, il y a des problèmes de méthode dans la mesure des inégalités et de nombreux livres ont été consacrés à cela pour savoir la distinction qui concerne la mesure par les moyennes ou la mesure par les indicateurs médians. Mais de toute façon, on peut dire que le fait fondamental, c'est qu'il y a une rupture avec ce qui avait été pendant 30 ans la culture sociale et économique des pays européens, une culture de la réduction des inégalités. Il ne faut pas oublier qu'un auteur comme Raymond Aron, considéré dans ses 18 leçons sur la société industrielle, un livre de sociologie majeur des années 60, publié en 1962, il considérait normal qu'il y ait des taux d'imposition des revenus les plus élevés de 65% et qu'il n'y ait pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 10. Aux États-Unis, Peter Drucker, qui était le pape du management, dont toutes les grandes entreprises s'arrachaient les conseils, considérait qu'il était impensable d'avoir des écarts de revenus supérieurs de 1 à 20. Bien sûr, aujourd'hui, on voit qu'on est dans une situation totalement en rupture avec cela. Et que cette envolée des inégalités, elle ne peut pas être séparée non plus du mouvement de révolte fiscale, dont l'Allemagne a donné le signal. Il y a eu un tournant extrêmement rapide à la fin des années 70 en matière fiscale. Le milieu des années 70, vous savez, aux États-Unis, c'est la fameuse proposition 13, qui va lancer en quelque sorte le signe de la revendication sociale qui va gagner un référendum de réduction fiscale. Dans un pays comme la Suède, pour donner quelques chiffres, pour donner tout de même une mesure de ce basculement, en Suède, le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu était de 87% en 1979. Il était réduit à 50% 4 ans plus tard. Donc c'est véritablement un effondrement. Je rappelle qu'au début des années 80, le taux maximal de l'imposition du revenu en France était de 68%. Aujourd'hui, il est de 40%. En Grande-Bretagne, ce taux est passé de 83% en 77 à 40% dans les années 90. Donc là aussi, il y a des effondrements qui sont particulièrement spectaculaires. Ce qu'il faut considérer, c'est que ce qui a généré, était le moteur des révolutions américaines et françaises, c'est ce qu'un auteur de 1789 a appelé l'impatience des inégalités. Ce qui a fait les deux révolutions, c'est l'impatience des inégalités. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'il y a une forme de tolérance implicite face à celle-ci. Au-delà, bien évidemment, des cas les plus universellement décriés de bonus extravagants ou de rémunération démesurée. Plus précisément, le problème est qu'il y a un sentiment diffus dans les sociétés, et là aussi c'est statistiquement très documenté. Il y a un sentiment diffus que les inégalités sont trop fortes. Mais en même temps, il y a une acceptation informulée de leurs multiples expressions spécifiques, autant qu'une sourde résistance à les corriger pratiquement. D'où le fait, paradoxal, qu'un mécontentement social, susceptible d'être largement majoritaire, puisse se lier à une passivité pratique face au système général des inégalités. La France, dans une statistique qui a établie récemment la Brookings Institution, est le pays dans lequel il y a 80% de la population qui considère que la société est injuste. Mais en même temps, il n'y a pas 80% de la population qui est d'accord pour des réformes fiscales ou des réformes de la redistribution, au contraire. Cette passivité pratique face au système général des inégalités, elle débouche in fine sur un consentement à l'ordre des choses. Je propose d'appeler cette situation le paradoxe de Bossuet. Vous savez la fameuse formule de Bossuet qui disait que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Et effectivement, on peut dire qu'en matière d'inégalité, les hommes et les femmes déplorent en général ce qu'ils acceptent en particulier. Il en résulte ce qu'on peut appeler un sentiment, un effet d'impuissance. Le sentiment de se trouver devant une situation face à laquelle on reste passif sans que l'on ait l'intelligence de sa paralysie.
Et c'est ce phénomène qui est véritablement le révélateur de ce qu'on peut appeler une crise de l'égalité. Pour bien comprendre ce moment que nous vivons d'une crise de l'égalité, il faut retourner à ce qui était la première mise en forme des politiques de réduction des inégalités avec le développement de l'État-providence. Il ne faut pas oublier que lorsque l'État-providence a commencé à être mis en œuvre dans les pays européens et à un moindre titre aux États-Unis, le taux d'imposition supérieur du revenu dans, par exemple, la réforme fiscale de 1914 en France, ou celle de 1908 en Angleterre, ou celle qui est des années 1890 en Allemagne, les taux d'imposition étaient de 2 à 5%. Et à ce moment-là, il y a eu de nombreux arguments dans la presse conservatrice et libérale pour dire qu'un impôt sur le revenu de cette taille, c'était déjà véritablement une forme de cheval de Troie du communisme dans les sociétés occidentales. Eh bien, ceux qui craignaient qu'un impôt à 5% soit le cheval de Troie du communisme ont bien été obligés de constater que 20 ans plus tard, le taux était déjà de 65%. En France, c'est un chiffre qu'il ne faut jamais oublier, le taux marginal supérieur d'imposition du revenu est passé de 5% à 67% en 3 décennies. Aux États-Unis, le mouvement a même été encore beaucoup plus brutal, parce que l'impôt est commencé avec un taux de 2%, mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le taux d'imposition maximal supérieur, marginal supérieur de l'imposition du revenu a été au moment le plus fort en 1942 de 94%. Donc on peut dire qu'il y a eu une véritable révolution interne aux sociétés industrielles pendant ce tournant, disons, du 19e au 20e siècle, des années 1890 à 1920 pour faire vite. Comment expliquer un tournant aussi brutal ? Je pense que réfléchir à la crise actuelle de l'égalité, c'est essayer de comprendre ce qui était l'histoire de l'avènement de cet univers centré sur une philosophie de la redistribution et de la réduction des inégalités. Il y a 3 types de phénomènes que l'on peut invoquer pour comprendre cette qu'on pourrait appeler d'une certaine façon une révolution de l'égalité. Le premier phénomène est d'ordre politique. Il ne faut pas oublier que les sociétés européennes, autour de 1890, sont des sociétés européennes dans lesquelles les mouvements et les partis conservateurs craignent la montée en puissance avec la naissance du suffrage universel dans la plupart du pays. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Allemagne. Les grandes lois de réforme électorale en Angleterre sont de 1884-1885, même si le suffrage universel n'est pas encore acquis à ce moment-là en Angleterre. Mais partout en Europe, la véritable extension du suffrage universel, ce sont ces 2 dernières décennies du XIXe siècle. Et donc, il y a eu une sorte de peur de voir, tout d'un coup, dans l'ombre du suffrage universel, les forces socialistes monter en puissance. Et est né à ce moment-là ce qu'on peut appeler une sorte de réformisme de la peur. On peut dire que les conservateurs ont pratiqué un réformisme de la peur pour éviter d'être submergés. C'était la politique bien connue de Bismarck. Un peu plus tôt, c'était la politique de Napoléon III. Et ce sera la politique de l'empereur Guillaume Ier en Allemagne qui sera très fortement théorisée. Et cette peur, en quelque sorte, des révolutions qui a conduit au réformisme, à légitimer le réformisme, a été renforcée après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'il y a une révolution des conseils en Allemagne, qu'il y a Béla Kun en Hongrie, qu'en Angleterre même, il y a des mouvements de grève générale qui font parler d'un danger révolutionnaire pour certains en Angleterre. Et bien sûr, il y a eu la révolution bolchevique. Et donc, ce contexte politique des années 1890 à 1920 a fait que tout un ensemble de groupes conservateurs ont pris les devants du réformisme d'un certain point de vue pour éviter ce qu'ils craignaient, l'avènement d'un ère des révolutions. Et pendant le même temps, des forces socialistes qui avaient une vision un peu catastrophiste, disons, de la chute du capitalisme. Les grandes théories marxistes du capitalisme dans les années 1890, elles sont liées à l'idée d'un effondrement très proche du capitalisme, qu'il n'y aura pas besoin de faire la révolution au sens blanquiste du terme, ou au sens où les soviets la développeront, parce que le capitalisme était censé s'effondrer de lui-même.
Et le but des socialistes, disait Kautsky, le grand chef de la social-démocratie allemande, c'est de se préparer à cet effondrement, d'attendre l'arme au pied quand le fruit sera mûr. Et le sentiment était qu'on ne pouvait pas, au bout d'un certain temps, qu'on ne pouvait pas se contenter d'attendre l'arme au pied, et qu'il valait mieux une réforme immédiate qu'une révolution improbable. Et on peut donc dire qu'à la fois pour des raisons politiques, de ce réformisme de la peur à droite et de cette autre vision de la révolution à gauche, il y a eu une convergence réformatrice qui a permis de développer tout un ensemble de réformes inédites à peu près au même moment dans tous les pays. Par exemple, ce qui est fondamental, c'est l'assurance sur les accidents du travail. C'est les années 70, les années 1890. Entre 1892 en Allemagne et 1900, tous les pays européens industrialisés adoptent ce système d'une assurance contre les accidents du travail. C'est le moment où est mis en place l'imposition du revenu. C'est le moment où, en Angleterre, par exemple, est mis en place une imposition du capital et notamment une imposition foncière qui va décimer la grande aristocratie en un certain nombre d'années, qui est extrêmement important. Donc il y a ce facteur politique. Et il y a eu un deuxième facteur très important, c'est un facteur historique, c'était la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, tous les témoins ont rappelé l'importance du sentiment de fraternité qui était né dans l'épreuve. Dans la boue partagée des tranchées, il y a eu une autre vision du rapport à autrui. Il y a eu, du coup, une acceptation beaucoup plus grande de la solidarité à cause des épreuves communes que l'on avait vécues ensemble. Et tous les réformes qui vont mettre en place le début des systèmes modernes de sécurité sociale dans les années 30 sont nés, et tous les discours parlementaires insisteront sur ce point, sont nés de l'épreuve vécue en commun et de la solidarité pratique qui était éprouvée sur le terrain militaire. En Angleterre, l'État-providence moderne, c'est Beveridge qui en sera le père au début de la guerre. Et le grand argument de Beveridge était double. Le premier argument, c'est de dire les bombes tombent sous tous les quartiers. Elles tombent à la fois sur les quartiers des riches et sur les quartiers des pauvres. Donc, la solidarité devient nécessaire dans ces moments d'épreuve. Et il y avait d'autre part ce qu'on appelait l'esprit de Dunkerque. L'esprit de Dunkerque, c'est quand tout un ensemble de marins anglais ont pris énormément de risques pour aller essayer de récupérer sur les plages, justement au bas des falaises de Dunkerque, tous ces soldats, français pour une petite part et anglais pour une grande part, qui étaient en quelque sorte coincés par l'avancée des armées allemandes. Et donc ce sentiment aussi qu'il y avait une sorte d'effacement de l'individualité. Le temps de la guerre, c'est celui dans lequel il y a en quelque sorte une dilatation de l'existence. Soit l'existence, elle est ramenée au plus proche de la solidarité immédiate, du noyau familial, de la proximité physique, et de l'autre côté, au sens de faire corps commun. Et donc, le social, il prend à la fois le visage de ce corps commun et l'image de ce rapprochement de la grande proximité. Donc ça, c'est un fait politique, un fait historique, qui a joué un rôle absolument fondamental. Mais la mise en place des politiques de réduction des inégalités et de l'État-providence moderne a également été liée, c'est essentiel, à une autre représentation de la société. C'est le fait que l'on a vu la société non plus comme un agrégat d'individus, mais que la société faisait corps, que la société était en quelque sorte marquée par une existence collective. Et cela a joué beaucoup. Même un grand réformateur américain qui s'appelle Eli, peu importe le nom, qui était le grand réformateur de l'imposition du revenu, allait jusqu'à dire à l'époque qu'il ne fallait pas considérer que l'État était extérieur et l'étranger et l'ennemi de l'individu, mais il allait jusqu'à dire l'État est une partie de nous. Cette vision, cette nouvelle vision du social, elle a été véhiculée par aussi des images scientifiques, les images de l'organicisme social qui ont été très importantes dans les années 1880. Partout se multiplient les livres populaires qui comparent la société à un organisme cohérent. Les travaux de Pasteur lui-même, que disent les travaux de Pasteur ? Eh bien, c'est que derrière l'apparence de la solitude des individus, il y a une circulation souterraine qui les rend tous solidaires, c'est celle des microbes.
Et donc, il y a l'apparence de la distinction, mais la réalité d'une condition commune extrêmement forte. Et c'est de la prise de conscience que la société, d'une manière ou d'une autre, forme un tout, qu'elle est un corps, qu'elle est un organisme, que va se lier tout l'effort de redistribution sociale. En effet, si la société est un corps, il faut que tous les membres de ce corps vivent de façon à peu près harmonieuse, qui vivent en équilibre. Ça n'est plus une société d'individus. Alors que c'est cela qui s'est rompu aujourd'hui. Ce qui s'est rompu aujourd'hui, c'est justement le fait que nous sommes véritablement entrés, non pas simplement dans des sociétés d'individus, parce que cela, on y est depuis longtemps, mais dans des sociétés de la singularité. Il faut toujours bien faire la différence entre trois termes qui sont ceux d'individuation, ceux d'individualisation et ceux de singularisation. L'individuation, c'est une expression qui appartient au vocabulaire à la fois de la psychologie et de la biologie et qui indique les conditions dans lesquelles il y a la construction, en quelque sorte, d'une autonomie. Pour l'enfant, ça résulte d'un processus biologique, de sa croissance, mais ça résulte bien évidemment de l'éducation, qui peu à peu enseigne la distinction entre le soi et le non-soi. Ça, c'est l'individuation. Donc c'est un processus qui a existé de tout temps dans l'humanité et qui est un processus biologique général en même temps qu'il est un processus psychologique général. L'individualisation, c'est autre chose. L'individualisation, c'est ce qui caractérise une société dans laquelle l'individu devient le sujet de droit, la forme d'acteur économique et le sujet politique. Le suffrage universel, il est une partie du souverain. Donc toutes les sociétés occidentales ont vécu ce processus à la fois juridique, politique et économique d'individualisation. Mais le processus de singularisation est autre. Le processus de singularisation, c'est le mécanisme par lequel des individus reconnaissent que la notion de semblable a changé de sens. Qu'être le semblable, ça n'est pas simplement être le même. Qu'être le semblable, c'est pouvoir rentrer dans un rapport de singularité à autrui. Et là, il y a une révolution qui est à la fois sociologique, anthropologique et psychologique qui est absolument fondamentale. On peut dire que cette révolution de la singularité, elle a son correspondant dans l'ordre économique. C'est qu'on est rentré dans un âge de l'économie de la particularité. Ce qui caractérise le mode de production industriel classique, c'est que c'est un mode de production de la généralité. Un mode de production de la généralité dans lequel ce qui est en quelque sorte l'aliment et le moteur de la vie industrielle, c'est la force de travail. Et la force de travail, c'est ce qu'il y a de plus général en chaque individu. Alors que dans l'économie moderne, c'est en quelque sorte, si je puis dire, la subjectivité qui devient la force productive. C'est la créativité des individus, c'est leur capacité à l'autonomie, c'est le fait qu'ils peuvent prendre des décisions, c'est le fait, justement, qu'ils ne font pas simplement qu'obéir à des procédures, mais qu'ils sont des agents permanents de l'adaptation. Chose qui est liée aussi au fait tout simplement que même des emplois comme les emplois ouvriers ont changé de nature. La première catégorie d'emplois ouvriers il y a 30 ans, c'était les emplois ouvriers de ligne de production. La première catégorie d'emplois ouvriers aujourd'hui, ce sont tous les emplois ouvriers de réparateurs, de livreurs, qui sont en quelque sorte des gens qui gèrent eux-mêmes leur organisation et le rapport à des clients ou à des consommateurs. Cette révolution de la singularité, c'est le fait absolument générateur de la transformation, je dirais, du sentiment d'appartenance dans la société. C'est le sentiment générateur d'un autre rapport entre les individus également. Et face à cette déstabilisation, donc, de tout un système de redistribution qui était inscrit dans une vision de la société qui faisait corps, dans ce moment un peu de désarroi, dans ce moment de crise de l'égalité que nous vivons, eh bien, reviennent aussi les fantômes de l'identité. Car l'État redistributeur, les politiques de redistribution, elles ont été une façon de contrer ce qui était la grande force des sociétés européennes dans les années 1870 ou américaines, à savoir
la réponse aux problèmes sociaux par une politique de l'identité. Politique de l'identité qui se manifestait de tas de façons, qui s'est manifestée à travers la force du nationalisme. C'est le moment où le nationalisme change de camp, si je puis dire. Où la nation nationaliste, elle devient le symbole d'une identité qui se définit contre un extérieur. Alors que la nation révolutionnaire, en France, c'est au contraire le sentiment d'une appartenance commune, c'était le sentiment de vivre en commun un certain nombre de choses, et pas simplement de s'opposer ensemble à des tiers. C'est aussi la période où va se développer, en Europe partout, tout un ensemble de manifestations xénophobes. Tout un ensemble de manifestations qui ont parfois été d'une violence extrême. Il faut penser que à la frontière de la Belgique ou dans les grandes villes industrielles du sud de la France, comme Marseille par exemple, il y a eu de nombreuses agressions contre des ouvriers étrangers qui parfois se sont soldées par des dizaines de morts. Il ne faut pas oublier que à ce moment-là, se multiplient des journaux et des mouvements qui s'appellent « Produisons français » ou « Restons français ». C'est le moment où Maurice Barrès, en 1893, pour les élections législatives de 1893, fait publier ce fameux petit livre qui s'appelle « Contre les étrangers » et qui va donner le programme, en quelque sorte, d'un nationalisme xénophobe et agressif. C'est aussi à cette espèce de dérive identitaire des sociétés européennes dans les années 1880 qu'a voulu répondre une autre vision de la solidarité, une autre vision de faire du commun, et c'était celle, justement, qui s'est développée à travers l'idée d'une nation comme construction interne de solidarité, et non pas simplement comme expression d'une différence externe. Même que ce soit Jaurès en France ou que ce soit les grands champions de la social-démocratie allemande comme Bernstein, Max Adler ou Kautsky ont tous écrit sur la nécessité de repenser la nation comme un lien interne et non pas simplement comme un lien externe. Et nous voyons bien aujourd'hui que au moment où il y a cette crise de l'égalité, eh bien renaissent presque mécaniquement tout le répertoire des formes de l'identité négative que l'on avait vues au XIXe siècle. Ces formes de l'identité négative, elles sont en quelque sorte ce qui menace le plus nos sociétés actuellement. Et donc le problème est de savoir comment est-il possible d'essayer d'y répondre. Je pense que si l'on réfléchit à la façon dont on peut sortir de cette crise de l'inégalité aujourd'hui, il faut bien prendre en compte trois éléments. D'abord, se rendre compte que les inégalités ont changé de nature. Si subsistent évidemment des inégalités entre catégories, les riches et les pauvres, les cadres et les ouvriers, etc., les inégalités se sont d'une certaine façon individualisées, ce qui en change la perception. On peut dire que les inégalités résultent dorénavant autant de situations, donc individuelles, que de conditions, donc sociales, qui se reproduisent. Les économistes ont pour cela une expression, ils parlent d'inégalités intracatégorielles. Et que ce qui caractérise le monde des inégalités aujourd'hui, c'est que les inégalités catégorielles tendent à s'effacer derrière la montée en puissance des inégalités intracatégorielles. Et donc les inégalités sont produites par des différences de trajectoire, des différences d'histoire, et c'est peut-être aussi pour cela qu'elles peuvent être à la fois les plus durement ressenties, car elles font ressortir ces variables de trajectoire personnelle qui peuvent être jugées, marquées par l'échec, la malchance ou l'injustice. Mais ces inégalités intracatégorielles, ces inégalités de situation, et non plus seulement ces inégalités de conditions, sont aussi susceptibles d'être plus facilement acceptées si elles sont rapportées à des différences de mérite jugées socialement reconnues. Il y a de la sorte une sorte de diffraction du jugement social sur les inégalités, d'où le fait que le rejet des inégalités en général puisse être dominant, tandis que les types spécifiques d'inégalités ressentis comme inacceptables sont très diversifiés. Alors que dans le cas des inégalités traditionnelles, disons des inégalités catégorielles ou des inégalités de classe, il y a convergence plus facile
entre ces deux formes d'appréciation. Ce développement des inégalités intracatégorielles, disons de situation, se lie très fortement à une polarisation de notre représentation de la société. Ce qui, aujourd'hui, le grand problème de la sociologie, c'est de qualifier les classes moyennes qui représentent 70% de la population. Et s'il y a une espèce de trou de la compréhension sociologique, c'est parce que notre société se représente de plus en plus à travers ces deux pôles extrêmes, le pôle de la grande richesse et le pôle, disons, de l'exclusion. Et le problème, c'est que cette représentation a notamment produit des effets en termes de politique sociale. C'est que les politiques sociales sont de moins en moins des politiques universalistes, mais sont des politiques qui s'adressent, en quelque sorte, à deux populations. La population des exclus et puis les populations tout à fait au sommet. La gestion différentielle de ces deux populations, évidemment, étant une affaire de distinction politique. Je crois que cette polarisation de la société ou du regard social est le moteur absolument essentiel, notamment en Europe, de cette insatisfaction, de ce malaise social extrêmement profond. Car il y a à la fois donc la peur du déclassement et, en tout cas en Europe, une espérance de l'enrichissement qui est très faible. Alors que c'est au contraire aux États-Unis. Quand on regarde les statistiques, en France, 80% des Françaises et des Français considèrent que la société est radicalement inégalitaire. Aux États-Unis, il n'y a que 40%. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au 1% supérieur qui est encore vécu dans un rapport, je dirais, de possible, et non plus simplement d'inaccessible. C'est cela qui fait classiquement les sociologues insistent sur ce point, la distinction entre les deux pays. Troisième point fondamental, c'est que aujourd'hui la seule façon universelle de parler de l'inégalité, c'est de parler des discriminations. Parce que les discriminations sont appréhendées dans des catégories universalisables, la demande de respect ou de reconnaissance, le refus du mépris, parce que ce sont des biens relationnels, pour employer le langage du sociologue, et qui ne prennent leur pleine consistance que s'ils sont partagés par tous. Et qu'en même temps, ce sont des biens non rivaux. Ce qu'on appelle un bien non rival en économie, c'est qu'un bien qui peut être consommé de façon illimitée par tous, sans que nul n'en soit privé. Donc un exemple typique de bien non rival en économie, qu'on donne toujours dans les manuels d'économie, c'est l'amour maternel. L'amour maternel pour un enfant n'est pas diminué par le fait qu'il y a 2 ou 3 enfants. La multiplication des enfants, dans des limites physiques raisonnables, la multiplication des enfants ne diminue pas l'amour maternel, où le soleil brille de la même façon pour tout le monde. Donc ça, ce sont des biens non rivaux. Et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles la sensibilité aux discriminations est devenue si forte. La sensibilité aux discriminations est devenue forte à cause, je dirais, de cette singularisation des sociétés. Car la singularité, elle est vécue individuellement, mais elle est vécue aussi dans les formes de collectivité auxquelles on peut être assigné. Mais en même temps, cette sensibilité aux discriminations provient aussi du fait que derrière les discriminations, il y a des catégories qui sont universalisables, alors que les autres catégories de la redistribution matérielle le sont beaucoup moins. Si l'on veut, à partir de ce constat, dessiner très rapidement, et je n'aurai que la possibilité d'indiquer très rapidement, ce qui peut être un programme de recherche autant qu'un ensemble de solutions, comment donc penser l'égalité à l'âge de la singularité, sans penser qu'on ne reviendra pas à une vision de la société de corps, on ne reviendra pas en arrière de la singularisation. Donc comment penser l'égalité à l'âge de la singularité? Ce qui, dans un vocabulaire, je dirais plus vague, se dit comment penser l'égalité dans la différence. Il y a eu 3 modèles historiques pour repenser le rapport de l'égalité à la différence, mais qui ne sont pas des modèles politiques. Tout le monde en philosophie sait ce qu'ont été les réflexions de nombreux philosophes grecs et des philosophes contemporains aussi sur l'amitié. L'amitié a ceci de particulier
que c'est un rapport qui est à la fois un rapport dans lequel se déploient les singularités des amis au maximum, et en même temps dans lequel cette proximité permet de secondariser les distinctions et les différences économiques. Pendant la Révolution française, il y a eu tout un ensemble de travaux sur l'amitié, qui disaient ce qu'il y a de très fort dans l'amitié, c'est que l'amitié est justement le rapport dans lequel les relations sociales permettent de secondariser en quelque sorte les relations économiques. Et donc ce modèle a été très souvent invoqué, notamment, je dirais, par Saint-Just, par Robespierre et par d'autres, pour développer une sorte de politique de l'amitié. Et vous aurez reconnu là aussi le titre d'un philosophe plus récent, mais qui indique ce qu'est un problème à résoudre et non pas ce qui est un modèle qui peut devenir un modèle politique. Au XIXe siècle, il y a une autre façon très importante de considérer ce rapport de l'égalité à la différence. C'est tout ce qui a été développé dans la philosophie anarchiste à partir de Max Stirner sur la notion de l'unicité, en disant l'avenir des sociétés modernes, c'est l'avenir d'êtres qui peuvent être singuliers et sans se heurter aux autres, car ils seront des êtres relativement qui pourront vivre dans l'autonomie, l'indépendance, à l'écart des autres. C'est toute la vision d'un Thoreau aux États-Unis, c'est toute la vision d'un Emerson. La vision de l'autonomie chez Emerson, c'est une autonomie qui est une forme de séparation de la société. Et c'est faire vivre une société du côte à côte, si je puis dire. Une des personnes qui avait publié dans un de ses derniers cours un texte sur la question, c'était Roland Barthes, qui, dans son cours Faire du commun, avait été frappé à la lecture de l'été grec de Lacarrière, de l'exemple que donnait Lacarrière de ce qu'il appelait l'idiorhythmie. C'est-à-dire le fait que dans les monastères grecs du Nord, qui n'étaient pas du tout des monastères de vie commune, mais au contraire, des monastères où il y avait à la fois un sens très fort de la communauté, mais une vie en même temps totalement solitaire. Et il disait qu'au fond, cette idiorhythmie n'est pas l'avenir, une forme d'avenir des sociétés qui veulent concilier la différence et l'unité. Et Roland Barthes avait même lancé cette expression de la perspective, disait-il, l'utopie devient celle d'un socialisme des distances. Assez mystérieux comme expression. Mais pour dire justement il fallait faire société dans la distanciation. Et cette idée, il y a ici des spécialistes de Rousseau, est une question qui traversera toute l'œuvre de Rousseau. Toute l'œuvre de Rousseau sera une méditation sur le danger de la différence qui crée l'inégalité, mais en même temps le gouffre de l'indistinction. Et pour échapper à ces deux pôles du gouffre de l'indistinction, d'une part, et d'autre part, du problème de la différence, eh bien, reviendra souvent sous sa plume l'idée qu'au fond, l'homme, de façon là aussi mystérieuse comme expression, l'homme le plus véritablement social est un être solitaire. Et nous voyons bien donc que ces expressions qui ont eu, je dirais, leurs théoriciens, qui ont eu leurs philosophes, ne sont pas des conceptualisations qui peuvent ouvrir la voie à une vision politique de ce rapport entre l'égalité et la différence. Aujourd'hui, il n'y a que deux modèles qui dominent de l'égalité dans la différence. Le premier modèle, c'est l'égalité radicale des chances. L'égalité radicale des chances consiste à dire que la différence et la singularité la plus large est admissible tant qu'elle n'est due qu'à la responsabilité et au mérite strictement personnel des individus. Mais toute la vision radicale de l'égalité radicale des chances va être donc de définir une sorte d'individu qui est totalement détaché des circonstances, va être de définir un individu dans lequel la part du social va être en quelque sorte éliminée. Et cette réflexion sur, je dirais, l'égalité radicale des chances comme individualisme radical trouve ses premières expressions là aussi pendant la Révolution française, en disant que l'égalité des chances était notamment un des grands projets de Le Pelletier et qui a été souvent développé aussi dans des textes de Billaud-Varenne. La vision de l'égalité des chances présuppose la destruction de la famille.
Parce que tant qu'il y a de la famille, c'est le philosophe, même Rawls développera ce thème, même Nozick développera ce thème plus récemment. C'était un grand thème chez John Stuart Mill aussi, mais c'est pendant la Révolution française qu'il est formulé. S'il n'y a pas égalité des enfants dans l'éducation des enfants, eh bien à ce moment-là, l'égalité sociale est perdue. Parce que le mérite ne triomphera jamais. Et ne triomphera jamais, je dirais, l'action personnelle. Les situations seront toujours entachées, en quelque sorte, des déterminations sociales dans lesquelles elles sont nées et auxquelles elles ont été liées. Et pour cela, il y avait une grande idée qui était celle de Lepelletier, qui a été débattue très longuement à la Convention, qui était de bâtir des maisons de l'égalité. Des maisons de l'égalité dans lesquelles on rassemblerait tous les enfants pour en faire véritablement des êtres qui ne seraient plus simplement guidés à partir de cette formation commune, qui ne seraient plus différenciés que par véritablement leur capacité personnelle. Et de là est née toute une vision de la méritocratie à la française, que l'idéal de la société démocratique, c'est d'être capable d'aller chercher les génies perdus au fin fond des campagnes. Et le ministre de l'Éducation nationale de 1848, Hippolyte Carnot, qui est le fils du grand Carnot, avait même prévu de commencer dès l'école élémentaire à faire enseigner les éléments de programme qui ensuite seraient donnés en concours à l'école polytechnique. Et donc, de la primaire à polytechnique est une sorte de continuum du programme qui ferait véritablement que l'élève le plus obscur pourrait avoir ses chances dans cette espèce de concours tout à fait progressif. Et puis la deuxième vision de ces révolutionnaires, c'était de dire, bien sûr, il faut abolir l'hérédité, il faut abolir les successions. Et là aussi, on aura tout un ensemble de projets pendant la Révolution française de mettre en place un système de succession nationale, où chacun pourrait recevoir le même type de succession. Ceux d'entre vous qui connaissent les politiques sociales aujourd'hui savent qu'on appelle ça en anglais le asset-based welfare, c'est-à-dire la distribution en quelque sorte d'un capital de départ qui serait censé être équivalent pour tout le monde. Le grand problème que n'a cessé de rencontrer cette philosophie de l'égalité radicale des chances, qui trouve ses philosophes contemporains aujourd'hui, mais qui a déjà trouvé ses théoriciens dans le saint-simonisme notamment, et bien sûr dans la Révolution française, dans la Révolution américaine. Jefferson était contre l'héritage. Jefferson aussi était pour une éducation collective. C'est pas simplement du robespierrisme, cela. La conséquence de cette vision, c'est qu'à partir du moment où il y a une sorte d'individualisation radicale des situations, que les hiérarchies deviennent totalement légitimes. Et on a vu que dans l'histoire française, ceux qui ont été les plus radicaux en termes de théorie de l'égalité des chances ont ceux qui ont été les plus hiérarchiques dans leur vision de la société, c'est les saint-simoniens. Les saint-simoniens sont pour l'éducation commune des enfants, les saint-simoniens sont pour la suppression de la succession, mais ils sont pour le triomphe de la capacité. Ils sont pour le triomphe de la capacité, c'est-à-dire ils sont pour le triomphe d'un classement de la société en fonction de ces variables purement individuelles. Alors, la discussion dans la philosophie contemporaine, c'est est-ce qu'il ne faut pas distinguer le mérite et le talent? Est-ce que les différences naturelles que valorisaient les saint-simoniens dans l'idée de capacité, est-ce qu'il ne faut pas elles-mêmes, en quelque sorte, essayer de les compenser? Mais l'idée d'aller vers une sorte d'individualisme radical comme solution à la crise de l'égalité est quelque chose de fondamental et dont on peut retracer toute l'histoire. L'autre vision, si je puis dire d'un autre bord, c'est de dire que la solution consiste dans une mise en place d'une société de concurrence généralisée. Une société de concurrence généralisée dans laquelle on ferait du risque et de l'autonomie non pas simplement des valeurs morales et puis des dispositions qu'il faudrait entretenir, mais des normes sociales, des injonctions sociales. C'est tout ce qui était le thème d'une réflexion d'un sociologue comme Robert Castel, c'est de voir comment l'idée d'autonomie s'est retournée du fait d'être une expérience d'émancipation au fait de devenir une norme obligatoire. Et on pourrait dire la même chose à partir des théories du risque. Cette vision de la société de concurrence généralisée, elle est aujourd'hui extrêmement puissante et elle fait justement de la compétition la forme, la nouvelle forme, pourrait-on dire, d'un lien social
considérée comme juste, et de considérer la vie sociale comme une sorte de tournoi successif, de compétition permanente. Le modèle, bien sûr, fondamental, étant le modèle sportif. Le modèle sportif a été, à la fin du XIXe siècle, la façon de relayer de façon massive une certaine vision de la société de concurrence et de la société de l'égalité des chances. Avec la seule différence que dans un certain nombre de sports, on pratique le handicap, c'est-à-dire celui qui est le cheval qui a gagné trop de courses, on lui met parfois un petit peu plus de kilos sur le dos. Ou que dans des sports comme le golf, il y a aussi des handicaps, ou dans un certain nombre d'autres sports. Alors que dans la vie réelle, non. C'est évidemment, le modèle sportif trouve là sa limite, dans la mesure où le sport met en place des catégories de semblables extrêmement précises, où les semblables ont le même poids, ont le même sexe, et ils sont jugés juste sur une aptitude extrêmement particulière. Alors que l'allégorie sportive, élargie à la vision d'une société de concurrence généralisée, évidemment, détruit toute cette construction extrêmement méthodique de classes de semblables qu'il y a dans le projet sportif. Et construction de classes de semblables qui est de telle façon conçue qu'on considère qu'une compétition sportive de qualité, c'est une compétition sportive qui laisse la place à l'indécidable. C'est-à-dire c'est une compétition sportive dans laquelle les concurrents sont tellement proches qu'on arrive à peine à les séparer. Et qu'au fond, le monde de l'agone et le monde de l'aléa finissent par se superposer presque exactement. Mais aujourd'hui, il y a véritablement, on peut dire, une culture sociale de l'agone qui est très fortement valorisée. Et la question d'une pensée de l'égalité dans la diversité, la question d'une pensée de l'égalité à l'âge de la singularité, c'est justement de trouver un modèle ou de formuler un modèle de justice sociale qui ne soit ni la justice distributive de l'égalité radicale des chances, ni la justice distributive de la société de concurrence généralisée. Quelle est la voie de la solution ? La voie de la solution, elle est, si je puis dire, de retrouver ce qui a été l'esprit originel de l'égalité. L'esprit originel de l'égalité ne conçoit pas l'égalité comme une distribution de richesses. Elle conçoit d'abord l'égalité comme la construction d'un lien social. Construction d'un lien social, c'est ce qui est évident dans les révolutions américaines et françaises. Lien social qui se définit d'une triple façon. C'est d'abord un lien social qui est construit autour de l'idée de similarité. Puis c'est un lien social. Alors la similarité, c'est une révolution considérable au moment où beaucoup considéraient que, au fond, les nobles n'appartenaient pas vraiment à l'espèce humaine. Le simple fait de dire « nous sommes des hommes comme vous » a été massivement décisif dans la lutte contre l'Ancien Régime, comme c'était massivement décisif dans la lutte contre l'esclavage d'une façon plus large. Donc, dire que l'égalité se définit d'abord comme un rapport de similarité. Deuxièmement, dire que l'égalité se définit comme un rapport d'indépendance. La grande expression qu'on retrouve très souvent dans la littérature révolutionnaire américaine et française, c'est de dire qu'il faut penser en termes d'égalité des indépendances. L'égalité des indépendances, ça a évidemment un sens plus fort aux États-Unis, où 95% de la population, au moment de la Révolution américaine, sont des travailleurs indépendants, des artisans, des commerçants et massivement des petits paysans. Donc il y a cette deuxième dimension de l'égalité, c'est pouvoir exister face à autrui en tant qu'acteur économique indépendant. Et la troisième dimension de l'égalité, c'est l'égalité définie comme appartenance, c'est l'égalité citoyenne. Faire communauté politique ensemble. Donc l'égalité est définie à la fois comme ce rapport de similarité, comme ce rapport, comme cette interaction des indépendances et comme cette appartenance citoyenne. Alors aujourd'hui, retrouver l'esprit de l'égalité, retrouver un esprit de l'égalité qui n'est pas simplement celui d'une répartition de l'égalité, mais d'un
d'une relation égalitaire consiste à analyser les termes dans lesquels ont changé ces trois notions de similarité, d'interdépendance, d'indépendance des égalités et de citoyenneté. Je dirais que les trois termes clés qu'il convient d'employer aujourd'hui, c'est ceux de singularité, de réciprocité et de communalité. La singularité, j'en ai dit quelques mots, mais la réciprocité, c'est quelque chose de fondamental. On peut dire que les individus ne sont pas tant altruistes et égoïstes qu'ils sont réciproques. Ce qui est demandé, c'est la réciprocité. La réciprocité est la figure, je dirais, moderne, une des figures modernes de l'égalité. Or, beaucoup de nos politiques sociales, beaucoup de nos politiques publiques ne valorisent pas cette réciprocité, considérée à la fois comme symétrie des engagements, mais en même temps comme valorisation des biens relationnels. De la même façon, la communalité n'est pas simplement définie par le fait d'une appartenance juridique telle que l'a définie la citoyenneté, mais par le fait plus large de faire société commune d'une triple façon, dans des termes de ce que j'appelle une participation, dans les termes d'une circulation et dans les termes d'une intercompréhension. J'emploie le mot de circulation parce que Sieyès a un texte très connu dans lequel il dit que les biens publics les plus chers, ce sont les places publiques et les trottoirs. Parce que ce sont les biens publics qui sont justement des organisateurs de la circulation des individus et qu'il fait que leurs existences se croisent, prennent des rapports à la fois de proximité et d'utilité. Il ne faut pas oublier que la vie même des démocraties s'est construite et s'est définie par le fait de la capacité d'organiser la vie commune entre des groupes hétérogènes. L'origine même des synécismes en Grèce ancienne, c'est cela. C'est de faire s'agglomérer des groupes qui ne sont plus définis simplement par une identité. La démocratie, c'est le départ de l'idée d'identité. Quand les sociétés étaient simplement des groupes familiaux, quand elles étaient des tribus, quand elles étaient des clans, elles étaient définies par leur identité. Et la naissance même de la démocratie, c'est le passage d'une vision du social construite sur l'identité à une vision du social construite sur la pratique de l'intercompréhension et de la délibération et de la discussion. C'est l'idée même de forum. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'égalité doit être définie comme un ordre lexical, j'emploie cette expression pour reprendre une formule fameuse, un ordre lexical entre la notion de relation et celle de distribution. C'est la notion de relation égalitaire à travers ces trois modalités qui est première, et les formes de distribution doivent être soumises au respect, si je puis dire, de ces trois principes de singularité, de réciprocité et de communalité. Cela a des implications que je ne peux pas développer, mais très pratiques. Il y a dans notre société aujourd'hui un retour extrêmement puissant de ce qu'on peut appeler le citoyen propriétaire. Le citoyen propriétaire, c'est celui qui définit le lien de citoyenneté par le fait d'avoir à gérer ensemble des intérêts communs. L'image classique du citoyen propriétaire, c'est celui qui participe à une assemblée de copropriété. On met au pot commun en fonction des mètres carrés que l'on possède. Et il ne faut pas oublier que dans la société française, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans les conseils municipaux, pour toutes les décisions d'investissement importants, les personnes qui payaient le plus d'impôts dans la commune étaient adjointes au conseil municipal. C'était une façon de dire que le conseil municipal était comme un syndicat de gestion des intérêts communs des propriétaires. Et je crois qu'aujourd'hui, en puissance, toute une vision de la fiscalité, toute une vision du commun ressuscite en quelque sorte cette vision du citoyen propriétaire. De façon insensible, il revient au premier plan. Le citoyen propriétaire, c'est donc celui qui ne fait
monde commun qu'à partir de la part des intérêts qu'il a à gérer dans cette société. Et c'est ce qu'on trouve parfaitement illustré dans les sociétés américaines, enfin dans les villes américaines qu'on appelle non incorporées. Parce qu'aux États-Unis, en France, il n'y a pas de ville qui ne soit pas une commune. Alors qu'aux États-Unis, il y a des villes qui ne sont pas des communes. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont uniquement des projets immobiliers, dans la mesure, en France, quand vous avez un canton, le canton, il est toujours séparé en communes. Aux États-Unis, il y a de l'espace vide entre un county et une city. Et ce qui fait que vous pouvez aller vous installer à un endroit qui est un espace à l'intérieur d'un county, mais qui n'est pas une ville. Et dans ces cas-là, vous construisez en quelque sorte un monde privé. Un monde privé dans lequel il n'y a pas de police, il n'y a pas d'éducation, il n'y a aucun service public. Il n'y a, sauf quand il y a des crimes, il faut que ce soit le shérif du county qui vienne, mais tout est géré de façon privée. Et ce modèle du citoyen propriétaire qui renaît sous ses formes extrêmes dans ces ensembles parfois de dizaines de milliers d'habitants, c'est pas des petites choses, est un peu le prototype, je dirais, d'une nouvelle façon de faire commun dans un certain nombre de pays. Et c'est évidemment contre l'idée d'égalité ne peut pas renaître simplement à partir de l'idée de redistribution. L'idée de redistribution doit s'appuyer, historiquement elle s'appuyait, sur une certaine façon de faire monde commun. Et c'est donc à travers, je dirais, une politique de la relation d'égalité sur ces trois terrains que je viens juste de mentionner de façon presque programmatique qu'il faut porter l'attention. Et que les questions de la distribution doivent être raccordées en quelque sorte et accordées à ces éléments d'une relation d'égalité. Sinon, on peut avoir la justice distributive la plus indiscutable et le monde le plus implacable. La justice distributive n'est pas la clé d'un monde de relations, d'une société d'égaux. La justice distributive, elle est simplement le classement légitime des différences. Or, une société n'a pas simplement à légitimer des différences, elle a à organiser le lien social. C'est deux choses qui sont, me semble-t-il, extrêmement différentes. Et c'est pour cela qu'il faut considérer que la part de la réflexion théorique, qui était une réflexion théorique sur justement la justice distributive, ne peut plus être la scène principale de réflexion sur l'égalité. Elle est une des scènes de la réflexion sur les inégalités légitimes, mais elle n'est pas la scène positive de réflexion sur l'égalité. Le problème de l'égalité, c'est de penser l'égalité en tant que telle, et pas simplement les inégalités admissibles. Alors ça, c'est la grande différence entre philosophie de l'égalité et théorie de la justice. Les théories de la justice sont en fin de compte toujours des théories de la légitimation des inégalités admissibles, mais ne sont pas des pensées propres de l'égalité. Et je crois que c'est de cela aussi que nous avons besoin aujourd'hui. Je vous remercie.